Troisième partie. La première dose est gratuite. Ou presque. Il ne faut pas se laisser imposer n'importe quoi. Chapitre 15. Sois heureux un instant. Cet instant, c'est ta vie. Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle. La vie humaine, même à son plus long, est extrêmement courte. Quelques-uns d'entre nous la prennent à leurs dépens en tombant malades très jeunes. Parmi les autres, les plus chanceux, s'en rendent compte quand ils passent le cap de la quarantaine. Les derniers n'en prennent jamais conscience ou le réalisent trop tard. Bref, la fin, la vôtre comme la mienne, arrivera bien assez vite. D'où l'importance de trouver ce qui nous intéresse vraiment, ce que nous voulons réellement voir accomplir ou expérimenter. D'où également la nécessité de consacrer notre temps et notre argent à ce qui compte réellement pour nous. Comme le disait Agatha Christie, il faut vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour et faire des projets comme si on était là pour l'éternité. C'est ici que la technologie pose problème. Elle promettait d'être à notre service et de nous faire gagner du temps. Elle en a partie tenu ses promesses. On ne perd plus le temps à chercher une rue depuis qu'on a un GPS. On ne rate plus un appel depuis qu'on trimballe partout son cellulaire. Les moteurs de recherche mettent à notre portée la quasi-totalité des connaissances universelles. On a accès à environ tout ce qui s'est produit comme films et séries depuis que le cinéma et la télévision existent. Les jeux vidéo sont plus captivants qu'ils ne l'ont jamais été. Nous pouvons garder contact avec nos amis sans effort depuis que Facebook nous montre comment tout un chacun occupe ses journées. Plus besoin d'attendre la poste, on écrit et on reçoit ses messages instantanément ou presque. Certains effets pervers de la technologie commencent toutefois à se faire sentir. L'omniprésence des GPS dans nos voitures affecte négativement notre sens de l'orientation. Il y a 10 ans, quand on rendait visite à quelqu'un dans une ville inconnue, on consultait une carte et on cherchait des repères. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre 5 fois au même endroit et avoir encore besoin d'indications parce que nous ne nous attardons plus à notre environnement, concentrés comme nous le sommes sur la voie qui dit de tourner à droite à la prochaine intersection. Nos téléséries sont présentées en continu. Le second épisode commençant automatiquement à la fin du premier, le troisième à la fin du deuxième, etc. Nous nous retrouvons ainsi complètement abrutis, hypnotisés devant notre écran pendant des heures, parfois même des jours. Quand j'ai publié mon premier roman en 2002, les lecteurs et lectrices m'écrivaient des lettres qu'ils envoyaient par la poste chez mon éditeur, qui, lui, les glissait dans une enveloppe pour les expédier chez moi, par la poste aussi. Il va de soi que personne ne s'attendait à recevoir une réponse dans la semaine. J'avais tout le loisir de réfléchir à ce que je voulais écrire à chacun. Aujourd'hui, si je reçois parfois des courriels, la grande majorité des gens m'écrivent sur Messenger. Je réponds généralement dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Il arrive toutefois, et trop souvent à mon goût, qu'une personne m'écrive le matin et que frustrée de ne pas avoir reçu de message de réponse dans la journée, elle me réécrive le soir pour me chanter des bêtises et m'accuser de l'ignorer. Ça me jette à terre à chaque fois. La technologie a permis d'améliorer les communications et personne ne peut le nier. Mais en facilitant la transmission des messages, elle a ouvert une boîte de Pandore. Nous sommes désormais hyper sollicités, si bien que répondre à tous ceux qui nous ont écrit dans la journée prend un temps fou. Surtout que tout le monde exige une réponse immédiate. Mais il n'y a pas le feu. La plupart de ces messages ne contiennent souvent que des banalités, quand ce n'est pas carrément de la publicité. Paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi seuls, et Internet, malgré ses nombreuses possibilités de connexion, incite davantage à l'isolement. Non seulement nous partageons de moins en moins notre écran, combien de gens regardent encore un film en famille? Mais nous aimons croire que ceux qui discutent avec nous en ligne sont vraiment avec nous, et que nous entretenons avec eux une vraie relation. Rien n'est plus faux. Ces relations virtuelles sont comme un band-aid. Elles comblent l'ennui, un moment, mais ne peuvent remplacer un véritable contact humain. La science a d'ailleurs prouvé
que la solitude, qui a augmenté durant la dernière décennie, malgré Internet, tue autant que le tabac. À l'autre bout du spectre, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle devient de plus en plus perméable. Dans plusieurs milieux de travail, les gens prennent leurs messages du bureau pendant les jours de congé et même pendant leurs vacances, ce qui les empêche de décrocher et de vraiment se reposer. C'est l'arrivée du téléphone intelligent qui a brouillé les cartes. Ce petit objet qui tient dans une poche chamboule nos rapports sociaux. Il fut une époque où seuls les hommes d'affaires importants, certains médecins, des présidents d'entreprise ou des premiers ministres, devaient être joignables en tout temps. Aujourd'hui, tout le monde est à un bouton de distance. Cette disponibilité souhaitée, et même exigée dans certains cas, est un fil à la patte que nous devrions sentir comme une entrave à notre liberté. Or, il n'en est rien. Loin de nous en plaindre, nous jouissons de cette attention. Nous sommes même devenus accros à la distraction que procurent les applications de notre téléphone intelligent. Qu'on le veuille ou non, quand nous posons notre appareil sur la table pendant le repas dans un restaurant, nous envoyons aux convives le message suivant. Je juge que les gens qui communiqueront peut-être avec moi au moyen de cet appareil sont plus importants que vous. Essayez donc d'entamer une conversation sur un sujet sérieux ou émotif quand vous savez que vous pouvez être interrompu à tout moment. Ce n'est pas évident. Nous ne vivons pas l'âge d'or promis par la technologie, mais une tyrannie des communications. Les grandes compagnies comme Google, YouTube, Facebook et autres se battent pour notre attention et sont prêtes à tout pour l'obtenir, même aux stratagèmes les moins éthiques. Il n'existe plus un endroit où l'on est à l'abri de ce harcèlement, puisqu'on offre maintenant du Wi-Fi jusque dans les parcs nationaux. Pas moyen de prendre la clé des champs, on nous retrouve même en plein bois. Conséquence imprévue de cette nouvelle connectivité, notre temps libre, autrefois une denrée précieuse, rétrécit comme une peau de chagrin. C'est ce qu'a découvert Adam Alter, psychologue de l'Université de New York. Dans une conférence TED disponible sur Internet, Alter démontre, chiffre à l'appui, que le nombre d'heures disponibles pour faire ce dont on a réellement envie a considérablement diminué depuis 2007. Alter a fait le décompte. Nous dormons en moyenne 8 heures par nuit. Nous consacrons environ 9 heures par jour au travail et au transport. 3 heures sont nécessaires pour combler les besoins relatifs à notre survie, comme manger, se laver, prendre soin des enfants. Ce qui nous laisse environ 4 heures de temps libre. En 2007, à peu près la moitié de ces 4 heures étaient passées devant un écran. En 2015, nous consacrions 60% de notre temps libre aux écrans. En 2019, c'était 90%. Que reste-t-il de notre vie comme nous en sommes rendus là? Rien ne nous empêche de consulter une carte avant de partir de la maison, et de réserver la fonction GPS de notre cellulaire pour les imprévus. Rien ne nous empêche non plus de décider consciemment et à l'avance du temps que nous voulons consacrer à Netflix et compagnie. Ou bien, comme le propose Cal Newport dans son livre Le minimalisme numérique, on peut établir des règles simples, comme ne jamais visionner de télé en streaming quand on est seul. Cette disposition peut être très efficace si on a tendance à ne plus savoir s'arrêter. En ce qui concerne les courriels, il est possible de réévaluer chacune des listes d'envois auxquelles on est abonné, quitte à devoir se mettre à jour en consultant un site web ou deux de temps en temps, quand on a un moment. Qui, de toute façon, réussit à lire l'ensemble des courriels qui encombrent sa boîte de réception? De la même manière, on peut se donner un code de conduite quand on est en congé ou en vacances. Éteindre son cellulaire ou le laisser à la maison permet vraiment de décrocher. Si l'idée de manquer un appel urgent vous angoisse, Cal Newport suggère d'associer différentes sonneries à différentes personnes de manière à discerner si l'appel entrant concerne le travail ou la famille. Durant mon plus récent voyage à Québec, je suis allée bouquiner dans une librairie de la rue Saint-Jean. Au moment de payer mon livre, j'ai remarqué
fixé sur le terminal de paiement par carte, un petit carton sur lequel on avait écrit au feutre « Je suis zen ». J'ai lu les mots à voix haute, amusé avant de glisser ma carte et d'attendre. Les secondes se sont écoulées lentement, puis peut-être une minute, je ne saurais dire. Et c'est là que j'ai compris le sens de l'écriteau. Ce n'était pas le libraire qui était qualifié de zen, mais le terminal lui-même, parce qu'il était beaucoup plus lent que ce à quoi nous sommes habitués. J'ai pouffé de rire, et le libraire m'a dit « Il y a 5 ans, les machines allaient à cette vitesse-là. C'était déjà très vite, si on y pense. Alors pourquoi est-ce que les gens s'impatientent maintenant ?» Je lui ai dit que j'étais bien d'accord avec son raisonnement. Et j'ai ajouté pour rigoler « Il y a 20 ans, quand on attendait un appel, on restait chez nous. » Le libraire était si jeune que j'ai eu sur le coup l'impression d'avoir dit une bêtise. Il n'avait certainement pas connu cette époque. À ma grande surprise, il a rétorqué « Et si on n'était pas là, ben les gens rappelaient. Ce n'était pas la fin du monde. » Comme d'autres clients venaient de se mettre en file derrière moi, j'ai ramassé mon livre pour m'en aller. Le libraire m'a alors lancé « Il ne faut pas se laisser imposer n'importe quoi. » Ces mots m'en ont tant trotté dans la tête, jusqu'à ce que je me rappelle les paroles de Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food, cité par Karl Honoré dans Éloge de la lenteur. Aller lentement revient à contrôler les rythmes de votre propre vie. Nous nous battons pour le droit de déterminer notre propre tempo. Est-ce vrai qu'on se laisse imposer la vitesse de la technologie? Est-ce qu'on est obligé de la subir? Est-ce qu'on doit répondre à ses exigences? Ça vaut peut-être la peine de se poser la question, ne serait-ce que pour ne pas se laisser imposer n'importe quoi.